Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. La campagne s'ouvre avec de bonnes nouvelles. Le café 900 francs le kilo contre 750 la campagne dernière. Le cacao, c'est 100 francs de plus, 1000 francs le kilogramme. Le gouvernement a entre autres réduit la parafiscalité et instauré une prime aux producteurs. Vous allez le voir, les acteurs saluent les prix fixés pour ce binôme café-cacao. Les travaux doivent finir. Le chantier disponible pour la rentrée du 2 octobre. Heureusement, tout se passe bien à l'université Jean-Lourouillon Guédé de Daloa. Les assurances d'Adama Diawara, le ministre de l'Enseignement supérieur, qui s'est rendu sur place, de nouvelles salles, une cité universitaire, un château d'eau et plusieurs autres commodités bientôt achevées. Là, pour sauver l'environnement, le sculpteur ivoirien James Kokobi expose ses œuvres Vestiges de la Mai. C'est le titre de cette exposition réalisée avec du bois taillé issu des forêts de la région de la Mai. Les ministres Françoise Remarque et Nialé Kaba félicitent l'artiste et l'encouragent à continuer dans la préservation de l'environnement. Au Burkina Faso, l'élection présidentielle, ce n'est pas maintenant. Le capitaine n'envisage pas la tenue du scrutin. Le chef de l'État burkinabé est catégorique. Il n'y aura pas d'élection avant la sécurisation de tout le territoire. Un an après sa prise du pouvoir, il a fait le point de sa gestion à la télévision. 3 régions du district autonome des Lacs, le Bédié, le Ifou et le Mzi, une culture commune, un destin commun, une volonté affichée du gouvernorat, rassembler et penser le développement. La culture alors mise en avant pour rappeler ce riche patrimoine culturel qui s'adosse à une zone ancienne boucle du cacao qui entend redevenir un pôle d'excellence agro-pastorale. Cette question était justement au cœur de la première édition de Zrama Festival, tenue en juillet à Toumoudi. Pour faire le bilan, nous recevons dans la page culture Dr Kwasi Kwadio Francis, commissaire adjoint de ce festival. Bonsoir. Bonsoir Kolo. Alors docteur, en un mot, est-ce qu'on peut dire que Nzarama, pour cette première édition, a tenu vraiment toutes ses promesses? Oui, pour une première édition, on peut le dire sans toutefois vouloir s'enorgueillir que les premiers résultats en témoignent. Les sentiments des visiteurs a été une véritable réussite. D'accord, on va en parler tout à l'heure. Le temps de faire le tour de l'actualité, justement, il y a de bonnes nouvelles. On va commencer avec l'ouverture de la campagne de commercialisation du café et du cacao. À partir de ce 1er octobre, le kilogramme de café sera acheté à 900 francs contre 750 l'année dernière. Le cacao, c'est 1000 francs, 100 francs de plus. Selon le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, le gouvernement a fait des efforts. On en parle avec Lansine Bakayoko. Pour la campagne de commercialisation qui s'ouvre, le prix borchant du kilogramme de café décortiqué et trié est fixé à 900 francs CFA, en hausse de 150 francs, soit 20% comparativement au prix pratiqué durant la campagne précédente. Ce prix représente un effort budgétaire supplémentaire de 14 milliards de francs CFA, consenti par le gouvernement au regard des contraintes du marché. Un effort qui devrait s'intensifier via de nouveaux investissements importants, notamment dans la recherche et dans les incitations à l'accroissement de nos capacités de transformation locales. Question de dépasser la production nationale de 100 000 tonnes de café. Pour la campagne 2023-2024 du cacao, fermenté, bien séché et bien trié, est de 1000 francs CFA. Entre la campagne précédente et la campagne 2023-2024 de cacao qui débute, ce sont environ 210 milliards de francs CFA qui s'ajoutent sur les revenus des producteurs, à la grande joie des coopératives. Si on regardait l'inflation et les ventes anticipées qui ont été déjà faites, on ne devrait pas avoir 1000 francs, on devrait avoir 900 francs le kilogramme. Mais vu les efforts du chef de l'État qui a toujours aimé les producteurs du café cacao, il nous a donné 1000 francs CFA qui n'était pas possible. Nous lui disons merci. Mais pour le café, c'est encore extraordinaire parce que lorsque nous venons ici, nous ne nous entendons pas à un prix de 900 francs pour le café et le café nous donne 900 francs aujourd'hui. Aujourd'hui, avec le prix qui augmente chaque année, nous les producteurs on dit merci au chef d'État, merci au gouvernement, merci au Premier ministre, merci au ministre de l'Agriculture. Je suis sûr qu'on va faire beaucoup de plantations de café. Nous voulons qu'on insiste sur la question de la durabilité pour que ça soit quelque chose de très efficace en associant tous les acteurs et en particulier les producteurs.
Cette durabilité exigée par le marché européen et qui tient à cœur les coopératives de café cacao fait également partie des 3 grands défis que le Conseil du café et du cacao entend relever. La réglementation de l'Union européenne nous impose de nouvelles normes d'exportation auxquelles nous avons le devoir de nous conformer. Parce que 68% de nos produits partent vers l'Europe. Nous avons la responsabilité de maintenir le verger en bon état de production et de le développer pour être prompt à répondre à l'offre mondiale. Le phénomène qui nous préoccupe en ce moment, il s'agit de la fraude aux frontières. Je voudrais, sur ce point, dénoncer les compatriotes qui ont choisi leurs intérêts personnels au détriment de notre pays, notre chère Côte d'Ivoire. Le Conseil du café et du cacao a profité du lancement de cette campagne de commercialisation pour présenter son nouveau logo. Et comme vous venez de le voir, Abidjan, capitale du monde agricole, avec le Sahara au parc des expositions d'Abidjan, la communauté internationale est mobilisée pour cette 6e édition. Plus de 800 entreprises venues d'environ 30 pays participent à ce rendez-vous. Un moment évidemment de valorisation des richesses de la Côte d'Ivoire. Juliette Ouéa. Les acteurs des secteurs agricoles, élevage et halieutique mobilisés pour cette 6e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, le Sahara. La Côte d'Ivoire et ses invités, dont son hôte de marque, le Royaume des Pays-Bas, démontrent leur savoir-faire. Nous consommons environ 84 kg par habitant et par an. Donc nous sommes dans la moyenne supérieure au niveau mondial. Et le riz local, pourquoi? Parce que l'Ivoirien aime son riz local. Troisièmement, nous avons un potentiel extraordinaire pour produire nous-mêmes notre riz. Donc, il faut le produire, répondre à la demande nationale qui n'est pas encore satisfaite. Voilà, vous savez, la demande nationale est autour de 2 millions de tonnes par an. Mais nous ne produisons que bon an, mal an, 1,2 million. Nous avons un gap d'environ 800 000 tonnes qu'il faut combler d'ici au maximum 2025. De la fibre de coton jusqu'au tissu, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc vous voyez les femmes en train de faire le tissage. Voilà, après, vous voyez le tissu derrière nous. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce tissu-là? Donc nous, on présente des sacs. Nous sommes spécialisés dans la production d'aliments pour les animaux d'élevage, pour les poulets de chair, pour les poules pondeuses, pour les autres espèces aussi. Nous intervenons aussi pour le poisson et aussi des aliments pour le porc. Nous sommes dans le secteur de l'agroalimentaire, la cosmétique et puis l'artisanat. Voir ce qui se fait sur la Côte d'Ivoire et puis tisser de bons partenariats. Nous, on a 2 stands spécialisés dans la fabrication des machines qui valorisent l'agriculture et le produit et les sous-produits. Exemple, on a des chaînes de valeur pour valoriser le manioc, les riz, les tomates. Et une autre innovation, c'est la fabrication des machines de séchage. C'est totalement en énergie solaire. C'est grâce à la richesse ici de la Côte d'Ivoire. On est fabricant de pompes et on fournit en fait dans divers milieux, dont le milieu agricole, des solutions donc, pour transférer tout type de fluide. Donc ça va être de l'eau. On a par exemple des motopompes qui sont donc destinées à aller chercher de l'eau par exemple dans une rivière et aller la distribuer pour faire de l'irrigation ou pour remplir une cuve. On a également des pompes de forage qui servent donc à aller puiser l'eau dans un forage. Plus de 400 000 visiteurs attendus, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan 2023 est une opportunité pour la Côte d'Ivoire de valoriser, promouvoir et développer ses richesses. Cette 6e édition du Sahara va s'achever le 8 octobre prochain. Et l'actualité, c'est aussi la hausse sur le marché international des prix du pétrole. Une augmentation qui se ressent évidemment à la pompe. À partir de demain, c'est plus 60 francs sur les 2 produits. Le litre de super va donc coûter 875 et 715 pour le gasoil. Annonce faite par le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafowa Koulibaly. Des détails avec Lansine Bakayoko. 875 francs pour le super sans plomb et 715 francs pour le gazole.
Ce sont les nouveaux prix auxquels seront vendus les carburants à la pompe. La raison vient plutôt de la situation internationale. Les cours du pétrole brut sur le marché international connaissent une hausse depuis la fin de la pandémie de la Covid-19. Cette flambée des prix s'est accentuée avec les craintes sur la sécurité d'approvisionnement liée à la crise russo-ukrainienne survenue en février 2022. Depuis, les cours du Brent ne sont jamais descendus en dessous de la barre des $72 US le baril. Ils avaient même été au-delà de $123 US le baril au mois de juillet 2022. Sans oublier que les principaux pays exportateurs de pétrole ont décidé depuis 2023 de limiter leur production jusqu'à la fin de l'année pour conserver un prix soutenu. Un cocktail très défavorable qui n'épargne pas la Côte d'Ivoire, qui avait jusque-là résisté à travers des subventions. Plus de 800 milliards de francs CFA depuis 2022. Le gazole étant touché, les transporteurs s'en trouveraient fortement impactés, d'où cet accord pour abaisser les charges. Il s'agit d'un certain nombre de frais qui sont prélevés par diverses administrations. Le gouvernement a procédé à la suppression de cette amende de 22 500 qui est dénoncée par les transporteurs. Le gouvernement a réaffirmé le maintien de 33 barrages routiers sur les axes interurbains. Donc des dispositions sont en train d'être prises avec ceux qui sont en charge de cela pour que ces barrages fixes soient respectés. Il y a aussi une question relative au remorquage des véhicules, aussi bien dans le district autonome d'Abidjan que sur les routes interurbaines, avec des coûts qui sont jugés excessifs par les transporteurs. Donc le gouvernement a décidé là aussi, très rapidement, de mettre les choses à plat et d'encadrer, par un texte qui va être pris très rapidement, l'exercice de métier de remorqueur et les barèmes de remorquage, pour que ce ne soit pas un abus, comme on a pu le constater avec un certain nombre d'entreprises de remorquage. Si toutes les parties prenantes respectent leurs engagements, il ne devrait pas avoir de grands chamboulements sur le coût de la vie. Nous voulons rassurer l'opinion nationale que nous serons très vigilants et très intransigeants, en tout cas sur le suivi des prix des produits de grande consommation sur le marché, et ce sur la base des engagements qui viennent d'être pris, d'autant plus que le facteur transport ne saurait justifier une augmentation des prix des produits de grande consommation. À cet effet, nous allons intensifier la surveillance du marché à travers le contrôle de l'affichage des prix et le respect des prix des produits plafonnés. Nous allons également procéder au renforcement des actions de contrôle et de surveillance des marchés de notre brigade, la brigade de contrôle rapide, la BCR, et également des 31 directions régionales sur tout le territoire national. Malgré ce réajustement de prix à la pompe, le gouvernement continue de fournir des efforts. Rien que pour le mois d'octobre, ce sont 13 milliards de francs CFA qui seront décaissés par l'État. Et après Boaké, puisqu'on parle d'investissement, le ministre de l'Enseignement supérieur est à l'université Jean-Laurent Guédé de Daloa. Il effectue une visite des travaux entamés depuis 2017 des salles d'une cité, un château en cours de réalisation. Adama Diawara est satisfait de la qualité et de l'évolution du chantier. Le délai sera respecté pour le 2 octobre, la rentrée dans toutes les universités du pays. Sephora Zegui. La ville de Daloa, la cité des Antilopes, abrite l'une des universités thématiques de la Côte d'Ivoire. En chantier pour son extension, Adama Diawara, le ministre de tutelle, est sur le terrain pour vérifier que le projet évolue. Dans chaque bâtiment, il y a combien de lits? Il y a normalement, ça doit être 200 lits. Les travaux sont réalisés à 91% selon le maître d'ouvrage, le Bennett. À partir académique, on a 2 bâtiments de TP. Au rez-de-chaussée, on a des salles de chimie et puis on a un bâtiment de TD.
Et les bâtiments de TP, on est à 95% des travaux. Les travaux démarrés en 2017 viennent pour désengorger les universités privées qui absorbent 47% des étudiants ivoiriens. Quand on regarde notre dispositif d'enseignement supérieur de recherche scientifique, il y a un constat qui saute à l'œil, c'est qu'une grande partie de nos apprenants, c'est-à-dire de nos étudiants, se trouvent dans les universités et les grandes écoles privées. J'en veux pour preuve les statistiques de 2022, où sur 293 610 étudiants, on avait 47% qui étaient dans les universités et grandes écoles privées. Et cela oblige l'État à payer d'énormes sommes au titre des frais de scolarité au privé. Pour pouvoir augmenter la part du public dans, j'aurais dit, le nombre total d'apprenants et donc permettre à l'État d'économiser, le gouvernement a décidé de financer d'énormes travaux d'extension des anciennes universités. Je ne parle pas des nouvelles évidemment, mais des anciennes. Bâtis sur une superficie de 407 hectares, les édifices sont sortis de terre. Un bâtiment administratif construit sur 2000 m² avec 55 bureaux, 2 magasins et une salle de conférence a pris forme. Un peu plus loin, des bâtiments dédiés aux travaux pratiques, 8 salles de cours de 48 places chacune vont accueillir les étudiants. Les enseignants vacataires n'ont pas été omis. Un hôtel avec 3 bâtiments d'une capacité de 10 lits chacun est en finition. Une mesure de précaution est prise pour alimenter le campus en eau potable. Un château d'eau est déjà visible. Un complexe sportif est installé pour permettre aux étudiants de se détendre et surtout pratiquer du sport. Dernier chantier passé en revue par Adama Diawara, la scolarité centrale. Au terme de sa visite, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est rassuré. Il y a une grande partie des travaux d'extension qui ont été réalisés au titre de ce que nous appelons le programme d'investissement 2017 dans le sous-secteur. Et également, il y a certaines infrastructures qui ont été réalisées dans le cadre de PIP, c'est-à-dire de projets d'investissement public. Alors aujourd'hui, vous avez vu, par exemple, au niveau de l'hébergement des étudiants, nous avons 6 bâtiments à 2 ailes, c'est-à-dire on dira 12 ailes pour à peu près 1200 étudiants. À 6 unités près, hein, voilà, c'est-à-dire 1194 quand même. Et ensuite, nous avons visité le bâtiment de TD avec 8 salles de TD de 120 places, ce qui permet non seulement de mener des travaux dirigés, mais également d'y effectuer des cours magistraux. Alors, je pars d'ici satisfait, c'est vrai, parce que les infrastructures ont beaucoup évolué. Et je pense que d'ici quelques mois, on pourra prendre possession de toutes ces infrastructures. Pour la rentrée académique 2023-2024, l'université Jean-Laurent-Guédé va accueillir 3 861 étudiants. Selon les prévisions du ministre Adama Diawara, le chantier sera livré dans le courant du mois de janvier 2024. C'est donc la rentrée, tous les centres de formation se préparent, c'est le cas à l'école multinationale supérieure des postes. Lancement du concours d'entrée pour 3 nouvelles filières qui s'ouvrent cette année. Il s'agit de la logistique numérique, de la finance digitale et du marketing digital. 150 candidats composent pour 125 places. Didier Nguessan. Ces nouveaux bacheliers composent pour espérer décrocher l'une des 125 places à l'école multinationale supérieure des postes d'Abidjan. L'établissement qui forme depuis 1970 les cadres des agences postales des 8 pays membres ouvre cette année 3 nouvelles filières en formation initiale, essentiellement dans l'économie numérique, à savoir le marketing digital, la finance digitale et la logistique numérique. Oui, je viens de voir le sujet de français, il est abordable. Je suis intéressé par la finance digitale. Je vais être expert comptable. C'est pour évoluer dans ce métier que je suis venu faire le concours. Ce concours se déroule en 2 phases. Une première avec les écrits en français, anglais, mathématiques et culture générale. Les admis à cette étape seront convoqués pour les épreuves orales la semaine prochaine. Vous savez tous que le digital a pris le pas sur toutes les activités humaines, industrielles, commerciales, techniques. Donc le MSP a adapté ses programmes de formation et surtout donné la chance à nos jeunes qui sont aujourd'hui, on va dire, très férus en matière de digital. Donc leur donner cette chance d'avoir cette première formation et pour pouvoir donc leur permettre d'intégrer plus tard le monde professionnel. Les représentations diplomatiques du Sénégal et du Burkina Faso ont pris part à ce lancement. Avec cette première promotion, l'école intègre le système LMD et compte faire du numérique un métier d'avenir. Aujourd'hui, nous sommes au diapason des nouvelles technologies et les postes
doivent innover. En 53 ans, l'école multinationale supérieure des postes d'Abidjan a formé plus de 2000 cadres, des administrateurs, contrôleurs et inspecteurs des postes et services financiers. Ce concours marque un tournant dans sa mission. Parlons maintenant de l'harmonisation en Afrique des droits des affaires. Un nouveau secrétaire permanent à l'OHADA, professeur Mayata Ndiaye, il a un mandat de 4 ans. Elle a été nommée à Kinshasa lors de la réunion des ministres de l'organisation. Sa présentation officielle faite ici à Abidjan sèche par comme Didier Nguessan. Professeur Mayata Ndiaye Mbaye est le nouveau secrétaire permanent de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits des affaires, OHADA. La nouvelle de sa nomination est tombée lors de la 55e session du Conseil des ministres de l'OHADA tenue à Kinshasa les 29 et 30 août dernier, d'où l'audience de sa déclaration sur l'honneur devant les 13 juges de la Cour. Membre du Conseil des ministres de la Cour et représentant de la présidente en exercice du Conseil, le ministre Sanson Kambile rappelle le contexte de cette nomination ainsi que la symbolique de l'engagement sur l'honneur du nouveau secrétaire permanent. Le choix porté sur vous l'a été au terme d'un processus rigoureux, transparent et démocratique. Cette tribune me donne l'occasion de vous assurer de l'entier soutien du Conseil des ministres. Le secrétaire permanent vient de se soumettre au serment de la déclaration sur l'honneur. Cette formalité, qui est prescrite par les dispositions de l'article 3.13 du statut du personnel de l'OHADA, est largement justifiée par le fait que le secrétaire permanent est l'ordonnateur principal du budget de notre organisation commune. Cette nomination coïncide avec les 30 ans d'existence de l'OHADA. Le professeur Mayata Ndiaye Mbaye a entre autres missions la relecture des tests de travail et de l'accord signé entre l'État hôte et l'organisation. L'Organisation pour l'harmonisation de l'Afrique dans les affaires, vous le savez, est un vecteur de développement économique pour nos États. Nous sommes convaincus qu'avec les autres chefs d'institution, nous allons œuvrer pour que l'organisation se développe. L'organisation se développe aussi bien du point de vue géographique que du point de vue de ses réalisations. Nommé pour un mandat de 4 ans, d'importants défis attendent le nouveau secrétaire permanent, notamment une plus grande ouverture de l'OHADA sur le monde et également des actions allant dans le sens de la protection de l'environnement. Le professeur Mayata Ndiaye Mbaye, le nouveau secrétaire permanent de l'OHADA, il prend donc fonction officiellement ici à Abidjan. Et après la vie professionnelle, une autre étape s'ouvre. Vive la retraite des seniors viennent d'être célébrées. C'était lors de la journée de la retraite active. Ils sont 4000 à l'honneur pour cette 9e édition. Patricia Omouetia. Célébration de la journée de la retraite active. Les seniors se sont donnés à cœur joie, se déhanchant au son de la musique. Ça nous galvanise, ça nous fait et ça nous rend joyeuses. Si on avait encore nos 18 ans. Il y a la joie, le mot me manque, il y a la joie. Je suis ému quoi. J'ai fait le total tout le temps aujourd'hui. Marraine de cette 9e édition, Bou Cécile Soma, ex-inspectrice générale de l'enseignement technique et professionnel, a partagé son expérience en tant que pionnière de la formation des assistantes de direction. La présidente directrice générale du FIDRA indique que la retraite ne signifie pas l'abandon de toute activité. Elle a exhorté les seniors à encadrer la jeunesse. Il faut que les retraités soient au cœur du développement du pays. Les retraités ne doivent pas être considérés comme des personnes laissées pour compte. Les retraités doivent être toujours actifs. Les retraités ont une expérience qu'ils peuvent mettre au service du pays, au service de la nation. La jeunesse n'a plus de bons repères. Non, nous avons demandé aux retraités, c'est un cri de cœur que nous avons lancé pour que ces personnes du 3e âge, ces seniors, encadrent la jeunesse, que les jeunes aient de bons repères, que les jeunes aient des valeurs. La célébration de cette 9e édition de la journée de la retraite active a pris fin par la visite des stands.
Et de sport aussi pour maintenir la santé. Parlons surtout de la CAN où tout se met en place. Le président du comité d'organisation, Albert François Amicha, installe le comité local de Yamoussoukro. La cérémonie s'est déroulée à la préfecture de la capitale politique Moyabi Diabaté, Samuel Metch. À travers cette remise de décision et une poignée de salutations, François Albert Amicha, président du COCAN 2023, vient ainsi de procéder à l'installation du comité local d'organisation de la CAN 2023 de Yamoussoukro. Une occasion pour lui de dévoiler les différents rôles du COLOCAN. Le comité local de la CAN, en abrégé COLOCAN, est un organe déconcentré du COCAN 2023 qui sera chargé de l'exécution, du suivi et du soutien des décisions et actions définies ou approuvées par le COCAN 2023. C'est en conjuguant nos efforts et en mettant à contribution toutes les intelligences de notre pays que nous arriverons à organiser la plus belle des CAN. C'est le préfet du département de la capitale politique ivoirienne, Gando Koulibaly, qui aura la charge de conduire le COLOCAN Yamoussoukro. Le comité local de la CAN 2023 de Yamoussoukro s'engage corps et âme, et avec lui l'ensemble des forces vives du district autonome à mettre tout en œuvre afin de relever avec brio cet important défi. Le ministre-gouverneur Augustin Thiam a quant à lui pris le pari de faire de cette CAN une réussite au pied de la basilique. Au nom de tous les membres du COLOCAN de Yamoussoukro et monsieur le préfet avant moi, ainsi que de toutes les populations du district, vous assurez de notre total engagement. Notre action s'inscrira étroitement dans cette logique de réussir la fête du football africain à Yamoussoukro. Après Yamoussoukro, le président du COCAN, François Albert Amicha, et son équipe procéderont à la mise en place des COLOCAN dans les différentes villes hôtes de la CAN 2023, prévue du 13 janvier au 11 février 2023 en Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité au Burkina Faso, l'élection présidentielle, ce n'est pas maintenant. Le chef de l'État burkinabé est catégorique. Il n'y aura pas d'élection avant la sécurisation de tout le territoire. Il ajoute que tant que les Burkinabés ne pourront pas se rendre sur toute l'étendue du territoire, il n'y aura pas d'élection. Un an après sa prise du pouvoir, il dit être satisfait de sa politique. Sans fournir de chiffres, le capitaine au palais de Kossiam souligne que des populations ont été réinstallées dans leur localité. Le capitaine Ibrahim Traoré évoque des acquis comme la dotation des équipements pour les forces armées, le recrutement massif de volontaires et de soldats, la diversification des partenaires. Nous ouvrons maintenant la page consacrée à la culture. Et on démarre en littérature. Déchire ta liste, une œuvre de Catherine Nguessan-Ndri, chef d'entreprise. C'est son 3e roman, un livre autobiographique qui évoque des leçons tirées du parcours de l'auteur. Elle partage avec les lecteurs les épreuves quotidiennes de la ville. Chris Diomandé, Patricia Omouetia. Déchire ta liste, c'est l'œuvre de l'Ivoirienne Catherine Nguessan-Ndri. Cette œuvre parle des vicissitudes de la vie. Dans cet ouvrage, l'auteur nous partage son expérience, des épreuves qu'elle a connues, un témoignage de l'auteur qui enseigne comment affronter les difficultés. Nous avons une liste de choses que nous voulons voir réalisées dans notre vie. Et nous oublions que nous ne sommes pas Dieu et que c'est lui seul qui peut décider réellement par quoi nous devons passer et où nous devons arriver. Dans Déchire ta liste, je dis, mets tout ce que tu penses vouloir faire de côté et laisse Dieu dérouler ce que lui, Dieu, trouve bien pour toi. Une œuvre condensée de leçons, de témoignages qui plonge le lecteur à analyser les facettes de la vie, à refaire surface et à avoir toujours une seconde force pour remonter la situation. Je suis fier d'elle parce que c'est un ouvrage qui est le chemin de la guérison pour toutes les personnes qui ont été blessées dans leur vie. Son message fort, c'est effectivement, donc, selon toute sa foi, de pouvoir s'émanciper spirituellement. Donc, et le Seigneur lui-même l'a accompagné dans cette trajectoire difficile, mais réussie.
L'auteur n'est pas à sa première œuvre. En 2019, Catherine Nguessan-Ndri a sorti une œuvre avec pour titre « La fin vaut mieux que le commencement ». Et en 2020 a suivi l'œuvre « Intelligence renouvelée ». Au total, elle a à son actif 3 œuvres publiées en Côte d'Ivoire. Là, pour sauver l'environnement, le sculpteur ivoirien James Kokobi expose ses œuvres. Vestiges de la Mai, c'est le titre de cette exposition réalisée avec du bois taillé issu des forêts de la région de la Mai. Les ministres Françoise Remarque et Nialé Kaba félicitent l'artiste qui appelle à un monde plus vert. Franck Quadio. Le bois taillé exploré sous tous ses reliefs, vestiges de la Mai. Le lieu de provenance de la matière, l'artiste, c'est lui, James Kokobi. Son exposition est marquée par des références à l'histoire récente de la Côte d'Ivoire, mais aussi par l'esprit de la forêt, dont l'artiste dit être l'un des plus fidèles représentants. Notre patrimoine est composé des humains, du végétal, du fluvial, tout. Et donc, c'est ça qu'il faut raconter quand on rentre dans la forêt. Le sculpteur explore des thèmes tels l'identité, l'héritage et le sens de l'hommage à travers des sculptures monumentales dont la force tient de la précarité de l'équilibre et de la radicalité de la forme, mais également un travail de gravure sur bois. Ces bois qui étaient morts sont aujourd'hui des sculptures vivantes. Nous, les jeunes artistes, c'est inspirant. Ce sont les bois dans la forêt, chez moi, dans mon campement. Enfin, nous, on prend ça, on fait chaque fois avec. Quand les venus disent on n'a qu'à respecter les bois, voilà ce que le bois fait. Les ministres Françoise Remarque et Kabaniale encouragent l'artiste pour son engagement. L'œuvre, elle est belle. On sent la main du professionnel. La thématique est développée avec beaucoup de professionnalisme. Et il a redonné une vie à ce bois qui était totalement abandonné pour passer des messages, pour montrer que notre pays, sous le leadership de notre président de la République, le président Alassane Ouattara, est un pays riche de sa culture, riche de sa forêt. Entre verticalité et horizontalité, James Kokobi se pose comme médiateur de 2 forces. Son message reste cependant universel et la matière végétale y tient une place de choix. Et nous retrouvons l'invité de la page culture, Dr Kwasi Quadio Francis, commissaire adjoint de Nzarma Festival. La première édition s'est déroulée fin juillet dernier. En fait, Nzarma, c'est l'étoile, si vous voulez, les étoiles en langue baoulé. Merci beaucoup, M. Kolo, pour l'opportunité que vous nous donnez de communiquer sur l'événement qui a marqué ces vacances au niveau du district autonome des Lacs. Je vais parler du Nzarma Festival. Comme vous l'avez si bien dit, le Nzarma Festival, la traduction de en langue locale, baoulé, signifie donc les étoiles. Donc, ce sont ces étoiles, en fait, qui sont un peu, si on doit le dire ainsi, symbolisées par les 3 régions qui forment le district. On a le Bélier, l'Ifou, le Nzi. C'est un rassemblement comme pour dire qu'on a la culture comme socle et puis on va vers le développement. Alors, c'est quoi finalement l'objectif, si vous devez en parler en quelques mots? Très bien. Je voudrais d'abord signifier que le Nzarma Festival est une inspiration de Madame la ministre gouverneure du district autonome des Lacs, Madame la ministre Raymond Goudou Kofi, qui dans le cadre de ses missions a bien voulu fédérer l'ensemble des fils et les filles du district autonome des Lacs autour d'un idéal commun, le vivre ensemble au service du développement local. Pour ce faire, qui mieux que l'art et la culture pour rassembler tous les fils? Elle a donc utilisé le vecteur du canal, le vecteur du Nzarma Festival pour promouvoir le développement socio-culturel et économique du district autonome des Lacs. Et c'est ce qui s'est passé en juillet. On va regarder quelques temps forts avec Kader Sogodogo et on se retrouve. Après 3 mois d'intenses activités, meublées par des expositions-ventes, des conférences mettant en relief le potentiel culturel, les atouts économiques et démonstrations du savoir-faire, le rideau se referme sur la première édition du Nzarma Festival. En l'initiant, Raymond Goudou Kofi, ministre-gouverneur du district autonome des Lacs, voulait surtout booster l'économie locale à travers la transformation des productions. Nous avons le devoir de faire venir des investisseurs, d'encourager, n'est-ce pas, nos populations et d'aider les jeunes à réaliser leurs objectifs et de continuer de rendre les femmes autonomes. Le festival sera tournant, s'il plaît à Dieu, et si bien entendu, après cette édition que nous avons voulu grandiose, de par son volet culturel et son volet économique, nous avons compris que les gens ont vu que c'était possible de faire bien les choses. À Toumoudi,
Prestations artistiques, récompense des participants, le Nzrama Festival, une première édition qui fait déjà tache d'huile. L'initiative est bonne, elle est très bonne, ça ne se trouve pas partout. Il y a d'autres qui font pour la danse, mais nous on fait pour ce que nous consommons. Ce festival, c'est pour la transformation, parce que ça a permis aussi de rencontrer d'autres personnes, d'autres corps de métier et de pouvoir valoriser ensemble le Made in Côte d'Ivoire. Oser et réussir, cela n'est pas toujours une réalité. Raymond Goudou Kofi reçoit l'hommage à des garants de la tradition qui font d'elle une reine. Elle s'appelle désormais Nana Akwa Ama. Ces attributs lui ont été remis dans les règles de l'art avec toute la noblesse y afférent. Alors donc, finalement, est-ce qu'on peut revenir sur ce qui a été mis en avant au cours de cette première édition de Nzrama Festival? Je voudrais donc, pour répondre à votre question, dire que notre région a été pendant longtemps le fleuron de l'économie ivoirienne, à travers donc, le binôme café-cacao. Au fur et à mesure donc, de la disparition du couvert forestier, notre région a donc basculé dans un état de léthargie économique. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est une zone qui a des potentialités agro-pastorales énormes. L'objectif de Madame la ministre, c'est clairement donc de revaloriser ces potentialités, de créer une chaîne de valeur pour susciter donc l'investissement dans le secteur agro-pastoral en vue de générer une plus-value pour les habitants de notre district. Alors c'est justement pour cela que vous avez parlé de la transformation et le thème c'est de la production à la transformation, peut-être basé sur cette ancienne gloire donc du binôme café-cacao, mais en même temps avec aussi peut-être d'autres potentialités. Parlez-nous de ces potentialités en dehors du café et du cacao que la zone a connues. Très bien. Vous savez, de la production à la transformation, le thème n'est pas fortuit. Selon les services du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural et du ministère des Ressources halieutiques, les pertes post-capture et post-récolte représentent environ 30%. Quel gâchis! Faute donc d'initiatives visant à la transformation. La plus-value se trouve dans la transformation. C'est pourquoi nous, s'inspirant donc du modèle normand, pour lequel Madame la ministre est déplacée jusqu'en Normandie, pour voir un peu comment fonctionne le modèle normand, qui aujourd'hui est une référence en France, en ce qui concerne donc les produits laitiers. Aujourd'hui donc, nous voulons aller à la transformation pour valoriser donc nos atouts agro-pastoraux. C'est ça en fait notre objectif. Alors, donc il y a donc ce défi en réalité qui n'est pas très simple. Est-ce que vous avez au sortir de cette première édition eu des engagements fermes, par exemple de partenaires ou d'opérateurs économiques qui seraient intéressés évidemment par cette région? C'est ça la mission première de Madame la ministre. Lorsqu'elle nous met en mission, il faut transformer l'intention en de véritables projets structurants au bénéfice de nos populations. Sinon, un festival n'aurait participé qu'à la mystification de nos populations. Notre objectif aujourd'hui, nous sommes donc sur le terrain à la recherche de partenariats stratégiques en vue de développer des projets structurants au bénéfice de nos populations. En matière culturelle et touristique également, il y a quand même plein de choses. Il y a une richesse incroyable, cette chaîne de montagnes Baoulé. Il y a, je pense également à ce parc animalier d'Abokwamekro. Oui, il y a aussi... Comment le district va valoriser, sinon revaloriser ce potentiel? Parlant de nos atouts, il y a aussi et surtout les danses. Cette région regorge des danses aussi prestigieuses les unes que les autres. On se souvient encore dans la tendre enfance, au clair de lune, lorsque nos mamans esquissaient ces pas de danse sous le regard fier de nos pères. Ces moments-là de réjouissance ont été également des opportunités de transmission des valeurs sociétales de génération en génération. Et c'est une chaîne qui est brisée aujourd'hui, malheureusement. On ne le dira pas brisée, mais avec l'influence des puissants vecteurs de communication modernes, les jeunes générations ont tendance à délaisser un peu cette culture. Mais quand nous, on sait que ces moments ont été, si vous voulez, le catalyseur incompressible au centre de toutes les initiatives qui ont édifié les adultes que nous sommes devenus aujourd'hui productifs. Nous ne pouvons que... Des moments surtout de partage de valeurs. De partage de valeurs. Je m'interroge comment le district va participer ou contribuer à remettre ces moments de clair de lune à l'ordre du jour dans le district. Nous avons essayé au cours de ce festival, à travers les conférences thématiques, de faire revivre la jeunesse, de faire revivre nos jeunes frères de ces instants idylliques que nous avons vécus dans nos villages et qui ont été, à n'en point douter, le ciment donc de la construction des personnes productives que nous sommes aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le climat n'est pas notre allié. Hein. La lune nous fuit, il pleut parfois au moment où on ne l'attend pas. Heureusement aussi qu'on a l'éclairage aujourd'hui partout dans tous nos villages. Donc ce sera au clair de la lumière. Alors il y a surtout ce pagne baoulé
mais qui, au-delà de la région baoulé, est finalement prisé par tout le monde. C'est un véritable enjeu, un défi de la production d'abord et de la transformation. Est-ce que vous en avez parlé à ce festival? Bien sûr. Le pain baoulé, si vous voulez, est la marque déposée de notre district. Parce que Tchébissou en est le véritable pourvoyeur. Les symboles, chaque image signifie, a une valeur symbolique, est un message. Chacune des images sur le pagne symbolise des moments de la vie, de joie ou de malheur. En tout état de cause, c'est toute la mythique qui entoure la confection des pagnes baoulés qui fait de ce pagne un véritable joyau architectural que nous devons donc promouvoir. Parce qu'aussi, en même temps, ça permet d'ouvrir des opportunités d'emploi pour tous ces jeunes qui fabriquent ce pagne baoulé. Je pense par exemple à la zone de Tchébissou. Oui. Exactement. La transmission d'abord même de la conversion de ce pagne se fait de père en fils, de génération en génération. Et c'est là toute la symbolique qu'il y a derrière. Nous, aujourd'hui, que pouvons-nous faire pour valoriser ce pagne baoulé? C'est de créer toute une chaîne de valeur autour de cette activité afin que la plus-value soit donc au bénéfice des tisserands. Il faut également rappeler que cette année, le peuple bron était le peuple invité. Et il y a surtout cette alliance entre le baoulé et le bron. Comment ça s'est passé? J'imagine l'ambiance qu'il y avait à ce festival. Alors, à l'ordre du jour des conférences thématiques, il y avait l'importance des alliances interethniques. À travers donc la parenté à plaisanterie, nous voulions donc ressouder le tissu social. Les alliances interethniques ont constitué le socle du vivre ensemble dans les temps anciens. Ça continue. Et ça continue. Oui. Vous avez vu ici ces images, l'entrée majestueuse du roi des Brons, portée sur les épaules des véritables catatiers, avec sa gesticulation architecturale qui nous ramenait à ce qu'on appelle l'ancien empire, l'ancien royaume Ashanti. Ce parcours de majesté. Exactement. Ce tour du roi. Alors finalement, on dira que l'édition 2024 arrive très vite. Vous avez dit d'entrée que c'était une belle édition en 2023. Ça ne sera pas tout maudit parce que c'est tournant. Bien sûr. Madame la ministre Gouverneur veut valoriser chacune des étoiles de notre district. Chacune des étoiles, bien sûr, représentant chacune des régions. La prochaine édition se tiendra donc à Dibokro, afin donc de rapprocher la plus-value de ce festival à l'ensemble de nos administrés. Nous serons à Dibokro pour la seconde édition. Vive le Nzarama Festival, disons donc, 2024. Merci, Dr Kwasi Kwadio-Francis, commissaire adjoint de Nzarama Festival. On a parlé, on a fait le bilan, on a fait le point de cette première édition de Nzarama Festival, l'invité de la page culture. Merci d'être passé, merci d'avoir été là avec nous ce soir. Merci, M. Kolo, merci à l'AITI. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Ce soir, le sage nous apprend justement que qui marche dans les pas de l'éléphant évite l'humidité de la rosée. Dieu le voulant, on se retrouve demain.